l'idée de créer ce statut communautaire de l'opérateur économique agréé, c'est bien justement de permettre à cette chaîne logistique d'assurer encore sa fluidité, malgré cette nouvelle contrainte de sûreté-sécurité. Voilà. C'est important de rappeler cet élément, parce que, encore une fois, ce statut communautaire n'est pas, et j'aime le dire encore, une pure création douanière. C'est vraiment une réaction et surtout un garde-fou contre justement ce risque de, sous l'angle de sûreté et sécurité, de voir notre chaîne un petit peu se défluidifier. Alors, oui, effectivement, j'ai quelques données chiffrées à vous communiquer. Alors, à ce stade, la France a délivré 871 certificats. Comme vous l'avez rappelé, il y a 3 types de certificats. Nous avons un certificat dit complet, full, qui intègre à la fois la dimension de la simplification douanière, mais également celui de la sûreté-sécurité. Alors, comment dirais-je, ce full, eh bien, il est, vous le voyez en pourcentage, extrêmement demandé. Hein. C'est le pourcentage le plus important. Pourquoi? Parce que nos PME, comme nos grands groupes, de toute façon, quand elles se lancent entre guillemets à l'aventure de ce certificat, eh bien, elles préfèrent opter pour le full. Alors, ensuite, eh bien, nous avons 2 autres certificats qui existent. Un certificat OA, mais qui ne concerne que l'aspect simplification douanière. Alors, on y retrouve effectivement simplement les critères liés aux procédures de développement simplifié. Et enfin, on a un certificat dédié uniquement à l'aspect sûreté-sécurité. Bon, simplement, retenez à ce stade que la plupart de nos opérateurs se lancent sur du full. Alors, en comparaison avec les autres États membres, bon, on a effectivement les Allemands qui sont à 6000, à plus de 6000 certificats délivrés. Pourquoi? Alors là, j'aime aussi le rappeler, parce qu'il ne faut pas culpabiliser par rapport à l'état où nous en sommes. Simplement, je crois qu'il est bon de rappeler 3 points concernant les Allemands. Premièrement, les Allemands eh bien, ont un tissu économique qui est différent. À titre d'exemple, les Allemands, les entreprises allemandes eh bien, représentent en procédure de développement simplifié 17 000 procédures. Rien qu'à l'export. Nous, en France, nous avons import-export environ 2600 procédures. Voilà, tout ça pour vous fixer le contexte qu'il ne faut pas oublier. Le tissu économique n'est pas du tout le même. Deuxièmement, un constat, c'est que les opérateurs allemands sont très friands des normes. Donc, vont plus facilement à la, comment dirais-je, à l'aventure de la certification. Alors, ça explique quand même. Et puis, une troisième explication, simplement, l'administration douanière allemande a plus fortement inviter leurs opérateurs à basculer vers la certification. Voilà. Ce qui explique un petit peu ce chiffre important des Allemands. Les Pays-Bas viennent en seconde position et comme je le rappelais, la France se situe en 3e position. Vous dites alors, plus fortement que sous-entendez-vous. C'est intéressant. Oui. Pardon. Ce serait intéressant de savoir quand vous dites l'Allemagne a plus fortement. Oui, je veux dire simplement. Ça veut dire que ça n'a pas été une contrainte quand même. Si, enfin, l'administration allemande a fortement incité en disant simplement donc à leurs opérateurs que, écoutez, ma foi, à défaut de ce certificat, vous perdez le bénéfice de vos procédures simplifiées. Voilà. Choix que nous en France, on n'a pas voulu réaliser. Voilà. Hein, parce que, encore une fois, mettre en place des procédures de développement simplifié, c'est tout un travail qui a été réalisé en amont et sous l'angle de l'OA, nous ne voulons pas non plus perdre ce bénéfice, enfin le bénéfice de ce travail. Voilà. Alors, au-delà de ce bilan chiffré, effectivement, après 5 ans de certification délivrée, hein, les premiers certificats ont été délivrés en 2008, eh bien, nous avons dressé différents constats. Avant tout, nos opérateurs qui sont déjà labellisés, qui sont certifiés, attendent un véritable retour sur investissement, hein, qui soit plus marqué et plus discriminant de la part de l'administration des douanes. Alors j'y reviendrai rapidement par la suite. Un autre constat, là je m'adresse à ceux qui sont demandeurs de ce statut, eh bien eux, clairement, et en particulier donc nos PME et les transporteurs en particulier également, souhaitent un accès plus facilité à cette certification.
Il est vrai que cette certification réellement implique toute l'entreprise. Ce n'est pas qu'un sujet purement douanier. Lorsque l'on traite de ce sujet, il faut absolument avoir autour de la table le logisticien, l'informaticien, le service douane, le service financier, bref, voilà, les acheteurs. C'est vraiment une logique globale d'ensemble qui permet rapidement de bien appréhender le sujet, parce que quoi qu'il en soit, ce que l'on constate tant pour nos PME que pour nos grands groupes, c'est qu'en moyenne, il faut en préparation 6 mois à 9 mois, 12 mois. Voilà. Donc il faut une bonne petite année pour se préparer. D'où mon terme, démarche complexe qui reste encore complexe. Tout à fait, exactement. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, toutes les initiatives en la matière, pour justement faire en sorte que globalement cette chaîne internationale soit de mieux en mieux sécurisée, eh bien, toutes ces initiatives vont dans le bon sens et dans le même, en tout cas. Voilà, alors... un autre constat, c'est que, quoi qu'il en soit, ce statut devient de plus en plus incontournable sur la scène communautaire, mais également internationale. Alors, moi, de plus en plus, quand je discute avec des opérateurs, il y a quand même des constats très importants à faire, c'est que ça devient un réel avantage concurrentiel stratégique. Autrement dit, de plus en plus, on voit que cela devient une condition préalable à de nombreux appels d'offres. D'autre part, on s'aperçoit que c'est un argument, un faire-valoir pour notamment renégocier ses primes d'assurance. Bref, on a tout un dispositif qui se met en place, que j'entends de la part des opérateurs et qui me fait comprendre un petit peu, au-delà des avantages douaniers purs que nous, administration des douanes, nous devons encore développer pour nos opérateurs certifiés vis-à-vis de ceux qui ne le seraient pas, existent dès à présent. Alors justement, effectivement, les chargeurs, les sous-traitants, ça je souhaite véritablement le rappeler, reste un maillon pour nous essentiel de la sécurisation de cette chaîne logistique. Parce que, encore une fois, nous, ce qui importe dans cette approche de l'OA, c'est une dimension globale. Autrement dit, cette logique de l'OA ne présentera un intérêt certain que lorsque la chaîne sera certifiée de bout en bout. Voilà. Alors ça, c'est très très important de le souligner. Un dernier point concernant les constats que je voudrais dresser, c'est que les autorités françaises douanières sont extrêmement attachées à faire en sorte que ce statut de l'opérateur économique agréé devienne le seul filtre pour toutes les futures autorisations que la douane pourrait à l'avenir délivrer. Alors, comment le fait-on concrètement? Eh bien, simplement à travers les négociations en cours sur le Code des douanes de l'Union. Nous, clairement, nous avons fait part de nos souhaits, notamment de voir aborder la question de la facilitation de l'octroi de ce statut vis-à-vis de nos PME. Hein. Parce qu'encore une fois, comme j'expliquais, c'est un travail qui est lourd, et c'est la raison pour laquelle nous allons travailler sur 2 axes. On a 2 axes en fait, hein, pour résumer la situation et l'avenir à court terme sur lequel nous allons travailler en partenariat avec toutes les initiatives comme celle de TLF, exactement. Eh bien, c'est l'accompagnement. Alors, l'accompagnement pour nous, en amont du dépôt de la demande, il est très 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 important. L'idée, elle est véritablement de mettre nos opérateurs dans les conditions les plus optimales avant même le dépôt de la demande de certification OA. C'est très important pour nous parce que à partir du moment où cette demande est bien préparée, la réalisation de l'audit se passe dans de bonnes conditions et donc tout va très vite. Voilà, donc nous insistons fortement sur cette phase en amont, qui est celle de la préparation de l'audit. Hein. Voilà, c'est un moment fort pour nous. Et puis le deuxième axe de travail qui est pour nous également très important, c'est celui de développer les avantages douaniers à nos seuls opérateurs certifiés. Alors, après 4 ans de certification, nous avons encore beaucoup de travail. Je vais être franc avec vous. Nous avançons. Un élément très important, c'est que nous allons mettre en place, pour tout vous dire, des compteurs qui vont permettre à l'administration des douanes de vérifier
à quel degré nos opérateurs économiques agréés sont contrôlés. Hein. Je sais que c'est quelque chose qui nous remonte souvent. C'est, écoutez, moi, depuis que je suis opérateur économique agréé, j'ai l'impression d'être plus contrôlé. Voilà. Or, ça, bien évidemment, pour nous, c'est extrêmement dommageable. C'est la raison pour laquelle nous allons enfin mettre ces compteurs véritablement pour être en capacité opérationnelle de diminuer les contrôles de nos OA et de focaliser les contrôles sur ceux qui ne le seraient pas. Voilà. Alors moi je retiens une chose importante, c'est qu'on nous a annoncé de nouveaux avantages, un compteur pour évaluer le nombre de contrôles, et donc si j'ai bien compris, nous devrons obligatoirement avoir moins de contrôles physiques, si j'ai bien compris. Alors, physique et documentaire. Hein, donc, nous sommes en train de faire des calages, mais vous voyez bien la logique dans laquelle on veut inscrire notre action. Hein. Alors là, nous sommes vraiment en attente, donc voilà. On vous en remercie. Mais j'ai aussi retenu autre chose, c'est un autre point, et j'espère que vous nous aiderez, c'est le fait de valoriser auprès de nos sociétés d'assurance, enfin, nos compagnies d'assurance, nos polices. Alors là, j'aimerais bien que l'administration aussi nous accompagne vers une action auprès des assureurs, parce que jusqu'à présent, j'ai tenté bien souvent, j'ai pas encore tout à fait réussi. Hein, voilà. Je rappellerai quelques initiatives quand même de TLF depuis le début, je dirais, du lancement du programme, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, OA, qui est venu effectivement, vous avez eu raison vraiment de le souligner, c'était, je dirais, faire un contrepoids à la nouvelle réglementation sûreté-sécurité ICS, en particulier Import System Control, et qui effectivement était amener une rigueur complémentaire avec d'extrêmes lourdeurs et obligations pour les différents acteurs, hein, de transmettre avant embarquement avec des risques de non-embarquement de marchandises. Donc ce programme OA qui est venu pour faciliter la circulation de la marchandise, la souplesse. Et en France, nous avons démarré des pilotes avec la Direction Générale des Douanes en 2008. Premier avec un grand groupe qui était le groupe Bolloré, ici présent, et également une entreprise plus petite qui était une filiale du groupe Cristal, Qualitaire. Ensuite, en 2009, étant donné que nous étions dans les premiers certifiés, les organisateurs de transport international, il fallait continuer à travailler. Bien, comment faire quand on est seul certifié? Nous avons donc rédigé avec les acteurs autour de la table une charte de partenariat qui a été validée, enfin un accord avec la Direction Générale des Douanes, reconnu par la Direction Générale des Douanes. Et puis ensuite, en 2010, vous voyez qu'on avance à petits pas, mais on avance. En 2010, nous avons mis au point une méthode de 5A321 avec un partenaire du TLF, Kilin, donc, sur une méthode pour aider les PME qui n'étaient pas habitués, qui n'avaient pas chez eux, par exemple, de normes ISO, qualité, et qui n'avaient pas l'habitude je dirais, d'écrire les procédures. Et aujourd'hui, donc en mars 2013, nous vous annonçons de nouvelles innovations de TLF. Alors, nouvelles innovations, c'est un parrain pour une certification OA Sûreté Sécurité avec tout un pack complet de produits et services. Et nous allons demander à notre parrain qui est ici présent, à la personne d'Olivier Leyec, qui est secrétaire général du groupe Cristal, de bien vouloir nous dire un petit peu, rappeler quels sont les besoins des entreprises de transport à l'international, donc transport organisateur de transport à l'international, et de leurs clients, puisque j'imagine que si ils ont fait ce type de démarche, c'est parce que si c'est une demande de leurs clients. Quelles sont peut-être les difficultés rencontrées avec leurs partenaires commerciaux? On vous écoute. Bonjour. Alors, Cristal Group est peu connu en lui-même et davantage connu par les marques qu'il représente, à savoir Qualitaire, Anne en a parlé pour la partie transport international, 7 Cargo pour la partie transport vers les DOM et les TOM, RC pour également une partie internationale, et enfin Alice qui fait de l'ingénierie douanière. D'abord, je veux dire que je souscris à tout ce qui a été dit précédemment, à la fois par la Direction Générale des Douanes et par Jean-François Ozéo. Au titre du groupe, on s'est engagé dans le programme OA de manière très volontaire, parce que je crois que Qualitaire a été une des toutes premières sociétés à être certifiée en France. Tout à fait. Voilà.
Merci de confirmer. Je crois que vous étiez dans les deuxièmes. Première ou deuxième, voilà. Donc c'est un sujet sur lequel on s'est engagé de manière extrêmement volontaire dès son ouverture. Parce que nous l'avons vécu, et c'est un peu le message que je vais essayer de faire passer ici, nous l'avons vécu comme une opportunité, hein, comme une opportunité à la fois commerciale et en termes de process. Aujourd'hui, le sujet c'est quoi dans le groupe que je représente, qui fait environ 400 salariés et 150 millions d'euros de chiffre d'affaires au total. Aujourd'hui, nous utilisons 130 transporteurs routiers dans chacune pour l'ensemble des filiales concernées. Et sur ces 130 transporteurs routiers, nous n'en avons pas 40% qui sont homologués. Autrement dit, qui sont aujourd'hui habilités à être en compliance, comme on dit, avec nos obligations en matière de OEA. Alors, ça implique quoi? Ça implique tout d'abord un enjeu en matière de sûreté-sécurité, parce que le législateur européen, il n'a pas créé l'OEA uniquement pour faire plaisir. Il a créé l'OEA parce que il y a un enjeu en matière de sûreté-sécurité, et le fait que la chaîne, dont je vous rappelle qu'elle ne vaut que par son maillon le plus faible, ne soit pas totalement compliante, bien évidemment, ça pose une difficulté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je suis très heureux de l'annonce qui vient d'être faite en matière de facilitation. Le deuxième point, bien sûr, il concerne la facilitation. Ces facilitations, nous devons tous avoir conscience que nous ne pourrons en bénéficier qu'à partir du moment où l'ensemble de la chaîne, tel que l'expliquait Jean-François Ozéo, sera elle-même OEA ou compliante OEA. Et enfin, il y a un dernier point qui est de plus en plus flagrant, qui est un point de compliance et de responsabilité en matière de contrat. Et là, j'ai pris 3 exemples de contrats. Je tairai les noms des clients, bien évidemment. Le premier, qui est un important prestataire en matière de pharmacie, je lis: Qualiterancy communiquera au sous-traitant en cause les obligations lui incombant et restera totalement garant et personnellement responsable vis-à-vis du client de la complète et parfaite exécution des prestations et des obligations à sa charge au titre du contrat. Premier exemple. Deuxième exemple, un autre prestataire dans le domaine de la pharmacie. En cas de recours à la sous-traitance, le prestataire s'assure et garantit que les sous-traitants ont connaissance du présent cahier des charges et qu'ils le respectent. Et dernier exemple, qui est plus international, qui est la division maintenance d'une très importante compagnie aérienne européenne, qui nous dit en substance, c'est en anglais, je traduis, que la compagnie en question sera en mesure de résilier le contrat si les sous-traitants du prestataire, donc en l'occurrence Qualiterancy, ne sont pas compliantes avec les obligations qui sont prévues dans le contrat, et je peux vous garantir que ce sont des obligations qui, elles, sont tout à fait en ligne avec le statut, avec le certificat d'OEA. Donc l'enjeu pour nous aujourd'hui, il est extrêmement lourd. Il est lourd sur le plan de la sûreté-sécurité, bien évidemment, parce que nous sommes des citoyens comme les autres. Il est lourd parce que nous souhaitons également bénéficier des facilitations que la direction générale des douanes utilise un peu en carotte sur le sujet, mais dont nous avons conscience qu'elles seront réelles. Et aujourd'hui, nous avons 3 options. Nous avons 3 options. La première, et pardon de le dire, mais c'est ce que nous faisons aujourd'hui, fermez les yeux. Fermez les yeux. Bon, alors s'il vous plaît, on note pas, on n'enregistre pas. Deuxième option, ça c'est j'ai envie de dire l'autre côté du cadran, c'est stopper les compteurs de nos sous-traitants qui ne sont pas compliantes. Et ça, c'est un objectif que personnellement au niveau du groupe, nous allons mettre en œuvre extrêmement rapidement. Et troisième option, qui est celle que nous souhaitons aujourd'hui privilégier, notamment dans le cadre du programme qui a été présenté par Anne Sandrito, c'est accompagner. Donc c'est accompagner l'ensemble de nos prestataires, les 130 que j'évoquais il y a un instant, les accompagner dans la démarche pour devenir OEA par l'ensemble des dispositifs qui vous seront présentés, j'imagine, dans quelques instants. Maintenant, il faut bien savoir que nous sommes sur un calendrier qui est extrêmement volontariste. On ne peut plus attendre. Encore une fois, comme je le disais, on a fermé les yeux pendant trop longtemps. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Si demain, sur l'ensemble des contrats que je citais, nous avons un contrôle, un audit de la part de notre donneur d'ordre, nous risquons d'être dans une situation extrêmement compliquée. Donc aujourd'hui, nous avons besoin, à la fois en termes de contraintes de contrat, de contraintes de responsabilité contractuelle, mais aussi, et c'est là que je reviens à l'opportunité que j'évoquais en début d'intervention, nous avons, je pense que vous ne me démentirez pas, nous avons toute une série d'accords de partenariats internationaux qui sont en place, très récemment avec les États-Unis. Je crois qu'il y a également le Japon qui a signé il y a quelques années. Reconnaissance mutuelle. Oui, voilà, de reconnaissance mutuelle. Si nous souhaitons, et des négociations en cours, si nous souhaitons, dans cet environnement international, parce que nous ne pouvons pas uniquement raisonner dans un environnement franco-français, si nous souhaitons être compétitifs dans cet environnement international, nous avons encore une fois absolument besoin de cette compliance. Donc le message que je veux transmettre aujourd'hui, c'est 1, opportunité, 2, nous souhaitons accompagner, 3, je veux apprendre à pêcher, je veux pas donner le poisson. D'accord ? C'est-à-dire que je veux avoir en face de moi des gens qui sont eux-mêmes volontaires. Les gens qui viendront, j'ai envie de dire, par contrainte, par dépit, je pense que c'est pas la peine de continuer.
Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Merci, je pense que là le message était fort clair et je vous en remercie. Nous avons donc compris le besoin. Je me tourne maintenant vers Kirill, Alain Lecomte. Vous avez participé de façon très active à la mise en place donc, de notre solution innovante, un parrain pour une certification OA sûreté sécurité et donc à l'élaboration des boîtes à outils. J'aurais souhaité avant tout vous demander qu'est-ce qui, selon vous, puisque vous avez participé à de nombreuses préparations de certification en entreprise, dont des PME du secteur transport et logistique, qu'est-ce qui, selon vous, a freiné côté du transporteur routier cet élan vers une démarche de certification sûreté sécurité et en quoi, bien sûr, par extension, la solution que nous proposons aujourd'hui, que TLF propose, pourrait venir justement apporter une vraie solution à ces entreprises. Très bien. C'est vrai que le constat il paraît clair quand on voit les chiffres effectivement présentés. 13% je crois de certificats sûreté sécurité, et puis concrètement c'est très peu d'entreprises effectivement du transport routier aujourd'hui qui se sont engagées dans la démarche. Alors quand on rencontre des transporteurs routiers, pourquoi ils n'y vont pas? Alors il y a certainement pas mal de raisons, mais on va en retenir deux ici. Déjà la première, c'est que effectivement les transporteurs routiers ont été un peu, et c'est normal, les oubliés des avantages directs. Pourquoi les oublier des avantages directs? Parce que tous les avantages directs de l'OA sont des avantages douaniers, ce qui paraît logique, et donc ils ont profité en priorité évidemment aux chargeurs, que ce soit industriels ou distributeurs, et aux commissionnaires en douane, commissionnaires de transport internationaux, qui sont directement en relation avec la douane. Donc ça c'est la première raison qui paraît simple, et qu'un transport routier est aussi assez sensible au retour sur investissement. Dieu sait que c'est pas facile aussi dans son métier. Après il y a une deuxième raison également, c'est que le transporteur routier ne connaît pas bien ce certificat, ne connaît pas trop bien la douane non plus, effectivement, sauf pour payer un petit peu de temps en temps quelques taxes. Et effectivement, il n'y a peut-être pas eu suffisamment aussi de publicité sur le certificat. Et puis donc, quand il a accès à de l'information sur le certificat, il va trouver ça relativement compliqué. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs là-dedans, c'est que chaque fois qu'on entreprend une démarche avec une entreprise quelle qu'elle soit, et notamment un transporteur routier, au début le transporteur dit oulala, le OA c'est compliqué. Nous on leur dit tout de suite c'est pas vrai, c'est pas compliqué, c'est juste fastidieux. C'est quand même une nuance importante. Ça veut dire que tout le monde, ce n'est absolument pas compliqué d'être au OA, surtout pour des transporteurs routiers qui ont contrairement à ce qu'on peut imaginer, même quand il s'agit de très petites entreprises, qui ont souvent déjà des dispositions en matière de sûreté très importantes. Parce qu'ils n'ont pas attendu le certificat OA pour s'apercevoir qu'il ne fallait pas se faire voler ni leurs véhicules, ni leurs marchandises, ni leurs entrepôts. Donc souvent, c'est plus une problématique d'incompréhension finalement entre ce qu'on leur demande et ce qu'eux sont à même d'apporter. Voilà. Alors, partant de ce constat, effectivement, l'intérêt de ce projet, de cette notion de parrainage et de pack routier, c'est d'essayer de développer l'accès à ce certificat pour les transporteurs routiers en essayant que tout le monde soit gagnant. Parce que dans ce projet-là, il y a différents intervenants. Donc, on a vu évidemment, il y a le transporteur lui-même. Donc, lui, il va falloir qu'il y trouve des avantages. Donc, il va falloir mettre en valeur, effectivement, les avantages qu'il va y trouver, qui vont être avant tout, pour l'instant, des avantages commerciaux, c'est clair, oui, par rapport à ses donneurs d'ordre. Ça va être la première chose. Ça va peut-être aussi l'aider à améliorer un petit peu, également, ses process internes, à amener un peu de qualité supplémentaire dans son organisation. Donc, il va aussi, certainement, améliorer aussi sa productivité. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, il va falloir également que tout le monde y retrouve l'avantage. Donc ensuite, il va y avoir son donneur d'ordre. Alors c'est qui ce fameux donneur d'ordre? Le donneur d'ordre d'un transporteur routier, et c'est aussi l'intérêt de cette démarche effectivement qui était orchestrée à la fois par TLF et par l'administration des douanes, c'est de dire il faut absolument ouvrir au maximum et considérer que cette démarche doit s'appliquer à tous les donneurs d'ordre. Donc un donneur d'ordre, ça peut être un commissionnaire de transport international, donc un organisateur de transport international, comme on en a parlé tout à l'heure. Ça peut être un commissionnaire de transport routier qui travaille à l'international, et bien évidemment, ça peut être un industriel ou un distributeur, effectivement, qui également va utiliser ces services-là.
Donc le principe, c'est de dire tous ces donneurs d'ordre qui sont certifiés, c'est-à-dire en fait les 871 certifiés EOA qu'on a vu tout à l'heure, utilisent chacun un certain nombre, plusieurs dizaines ou centaines de transporteurs routiers, et donc là on arrive tout de suite à plusieurs milliers d'entreprises qui sont effectivement concernées. Comment adresser ces milliers d'entreprises? Eh ben, le plus simple, c'est peut-être de les adresser par leur donneur d'ordre, effectivement. Et donc, quels vont être les avantages pour le donneur d'ordre? Ben, c'est pas un secret, tous ceux qui sont OEA ici le savent. À un moment donné, il faut parler du porte-monnaie. Quand on utilise un prestataire en sous-traitance certifié, ça coûte moins cher que quand on utilise un prestataire qui ne l'est pas. Donc ça, et ça coûtera de moins en moins cher. Pourquoi? Parce qu'on sait que lorsqu'un prestataire sous-traitant n'est pas certifié OEA, l'entreprise OEA, elle doit l'auditer, elle doit lui faire signer un certain nombre de documents, elle doit prendre des précautions très importantes, effectivement, qui vont lui coûter de l'argent. Et donc ça, et à partir du moment où le transporteur routier va lui-même être certifié, ça veut dire qu'il aura fait une démarche et qu'il va obtenir un diplôme qui va non pas dégager le donneur d'ordre de toute responsabilité de suivi, mais qui va quand même largement alléger les choses. Et puis, on peut estimer aussi que lorsqu'un sous-traitant améliore sa qualité, améliore grâce à ce certificat ses prestations, on va diminuer le nombre de litiges, on va diminuer les incidents, et donc on va aussi faire baisser les coûts. Donc c'est aussi quelque chose de très important pour le donneur d'ordre. Pour l'administration des douanes, enfin, c'est également important aussi, je crois que vous l'avez bien précisé tout à l'heure, c'est la possibilité d'une part d'avoir accès à des professionnels qui sont pas toujours faciles d'accès. Alors, j'en profite pour faire un peu de la publicité pour l'administration des douanes, parce que souvent on nous dit aussi les transporteurs, oulala, mais les douaniers, ils vont venir chez nous, les douaniers, nous on veut pas, on a peur, on veut pas de douaniers chez nous. Alors, on va rassurer les transporteurs routiers, il existe des douaniers qui ne sont pas là que pour la sanction. Il y a aussi à la douane des gens, des cellules conseils aux entreprises qui sont là dans de l'accompagnement. Alors c'est vrai que ce sont des cellules qui sont bien connues des chargeurs et des commissionnaires internationaux, mais pas forcément connues des transporteurs routiers. Donc c'est aussi une façon d'amener ces transporteurs vers la douane d'une autre façon, ça c'est important. Et puis également d'aider en amont à préparer les dossiers pour que lorsque le transporteur routier va faire sa demande de certificat, les choses se passent mieux parce qu'il a été bien préparé en amont. Alors c'est vrai que ça c'est le dernier volet sur lequel je voulais insister, et donc on en arrive à cette notion de PAC, c'est qu'en fait, comme l'OEA c'est fastidieux, la meilleure façon d'inciter les transporteurs routiers, c'est de leur simplifier la vie. Et pour simplifier la vie, c'est pas compliqué, il va falloir spécialiser un petit peu cette certification qui a été conçue à l'origine pour toutes les entreprises, c'est-à-dire que un questionnaire d'auto-évaluation pour être OEA, c'est 200 questions, 50 pages, et que vous soyez un petit transporteur routier avec 9 véhicules, ou que vous soyez un organisateur international présent dans 27 pays, ou que vous soyez un industriel de l'automobile ou de l'aéronautique, vous remplissez le même questionnaire. Oui, et puis le questionnaire a été fait essentiellement pour des importateurs, exportateurs, des entreprises plutôt et pas du tout prestataire commerce, transport et logistique. Absolument. Donc il y a un gros travail à faire d'interprétation. Donc ça c'est des choses qu'on avait déjà commencé avec TLF, effectivement avec des bibliothèques, des boîtes à outils spécialisées par métier. Là on va encore plus loin puisque on a donc décidé d'aller vers une segmentation fine du transport routier de manière à identifier les problématiques spécifiques par catégorie de transporteurs et de leur amener de la simplification, alors avec de la sensibilisation, avec des guides qui sont des guides qui repartent des guides déjà existants, que ce soit les guides qui ont été établis à Bruxelles, les guides qui ont été complétés par l'administration des douanes françaises, les guides qui ont été faits par TLF. On va les spécialiser par métier parce que moi je suis transporteur de conteneurs, ma problématique elle est bien spécifique en matière de loi sûreté sécurité. Si je suis transporteur de conteneurs, je sais même pas ce que je transporte, je sais pas forcément ce qu'il y a dans mon conteneur, il n'y a qu'une seule chose que je sais, c'est que mon conteneur, il faudrait pas que je le perde, ça c'est une chose, et puis si possible, ça serait bien que personne me l'ait ouvert en route, et qu'on n'ait pas changé les plombs, par exemple, pour y mettre autre chose, pour prendre la marchandise. Si je suis un transporteur d'express, de courrier express, qui va approvisionner la plateforme de Roissy, effectivement, pour des exportations avec des petits colis, je vais être dans une autre problématique. Et puis si j'approvisionne une plateforme de groupage international routière, je vais encore être dans une autre problématique parce que je vais peut-être passer par mes quais, et pour sécuriser mes quais, c'est encore autre chose. Donc le principe du PAC, c'est ça va être des boîtes à outils spécialisées pour chaque métier du transporteur routier, un accompagnement personnalisé pour chaque métier,
Et puis évidemment, l'association avec les parrains, c'est ça la grande nouveauté, puisque tous ces outils, tous ces accompagnements pourront être proposés indifféremment pour une partie, notamment ce qui est sensibilisation, par directement les cellules conseil d'administration des douanes, et puis pour les outils, soit par TLF directement, soit par les parrains qui souhaiteront le faire et qui souhaiteront s'approprier la méthodologie pour accompagner leurs propres sous-traitants. Voilà, c'est simple en fait. Merci Alain. Nous avons donc compris qu'en fait, on cherchait à bien fiabiliser toute la chaîne d'approvisionnement et la chaîne du transport et de la logistique. Et donc, je vais me tourner vers Patrick Bouchet, qui est président délégué général de TLF, et je vais lui demander s'il veut bien nous rejoindre pour notre conclusion et puis participer peut-être à une phase de questions-réponses. Est-ce que vous avez dans la salle des questions auxquelles nos intervenants pourraient vous apporter une réponse? Y a-t-il des questions? Oui. Ah, déjà 2 questions. Alors, je donne la parole à monsieur. Oui, merci. Je voudrais, monsieur Kouzlik, vous poser une parole. Vous faites partie de la Directe. La Directe, c'est le ministère des Finances. Oui, mais ça fait partie de la Directe, non? Pas du tout. C'est le ministère des Finances, quand même. Bon, nous avons un crédit d'impôt compétitivité emploi qu'on a, nous, les PME, un mal de chien à sortir des limbes. Et nous aimerions, donc, pour certains transporteurs, profiter de ce crédit d'impôt compétitivité emploi pour financer une opération EEA. Est-ce que ce serait possible avec l'appui de la douane? Alors, j'ai, à vrai dire, bon, effectivement, j'ai souvent ce type d'idée de passerelle, en fait, entre différentes structures administratives, hein, pour effectivement savoir dans quelle mesure le travail que j'ai fait, mettons, avec la Directe, puisse bénéficier également dans le cadre d'un autre travail qui serait par exemple celui d'une certification. Voilà. Alors là, on n'a pas encore à ce stade, si vous voulez, réfléchi à des passerelles très directes, parce que la logique de l'opérateur économique agréé sous l'angle de la sûreté et sécurité, c'est quand même un sujet à part. Et si vous voulez, déjà, nous, ce qui importe pour nous, c'est que nous travaillons déjà sur la chaîne logistique internationale. Alors, plus simplement, on n'a pas développé à ce stade de passerelle. Alors, on travaille sur la reconnaissance de certains statuts. Voilà, exemple, le fait que nos chargeurs connus dans le fret à l'export, dans le fret aérien, eh bien, le fait que nos chargeurs connus agents habilités soient également, lorsqu'ils sont OA, qu'il y ait des passerelles de reconnaissance. Vous voyez. Donc, on travaille sur une reconnaissance entre l'existence de différents statuts. Un opérateur qui serait OA, eh bien, puisse bénéficier d'autres certifications. Voilà. Donc, l'approche, elle est plus sous cet angle, hein, pas encore sous l'approche novatrice que vous venez d'évoquer. La parole à monsieur. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'une entreprise qui veut devenir OEA, ça lui coûte combien concrètement? Parce que vous avez évoqué ce que ça lui fait gagner, ce n'est pas ce que ça lui coûte. C'est la vraie question. Alors, moi, sur le sujet des coûts, j'insiste toujours sur le fait qu'on doit être quand même... vous donner une moyenne de coûts, c'est pas possible. Pourquoi? Alors, il est certain que lorsqu'on se lance dans une certification sûreté et sécurité, il y a des coûts. Certes, alors des coûts liés à la mise en place de clôture ou simplement de caméras. Simplement, j'attire l'attention sur le fait que pour nous, administration des douanes, lorsque un opérateur, surtout une PME, vient nous voir pour cette certification, l'objectif, le but à atteindre, c'est pas de construire avec elle un blockhouse, c'est pas de mettre en place des grillages, etc. Je veux dire, parfois 2-3 caméras suffisent. Alors d'où l'importance de cette phase d'accompagnement pour éviter certaines dérives et en gros en faire trop.
L'histoire étant de diminuer au maximum les coûts. Alors ensuite, pour répondre à votre question, effectivement, moi j'ai vu par-ci par-là différentes études de coûts sur le sujet. Alors on me dit parfois c'est extrêmement cher. En réalité, moi je dis qu'il est difficile de faire un comparatif. Pourquoi? Simplement parce que nos opérateurs ne partent tous pas sur la même ligne de départ. Vous avez parfois des opérateurs qui sont déjà à un stade plus ou moins avancé, ce qui fait que le jour où ils basculent à la certification WA, le coût est moindre. Voilà. Tout ce que, voilà. Pour moi, ce qui est important de retenir, c'est que ne pas focaliser sur une moyenne de coût, parce que cette moyenne va dépendre forcément de votre point de départ. Ensuite, sachez bien que pour nos PME, l'administration des douanes est extrêmement vigilante sur le fait qu'on ne va pas demander, encore une fois, des clôtures, des surclôtures. Voilà. Donc, le statut d'ailleurs est clairement, et ça c'est inscrit dans les textes communautaires, nous devons nous adapter également aux contraintes pesant sur nos PME. Voilà pour répondre à votre question. Si je peux me permettre, une question extrêmement générale qui dépasse le cadre de cette réunion, je pense. Mais dans votre esprit, quelle est la différence, les complémentarités entre sécurité et sûreté? Alors, quand on est, nous, sur la logique de sûreté, simplement, à la différence de la sécurité, on est sur une logique de risque terrorisme, avant tout. Simplement, retenez cela. Si vous voulez faire la distinction entre la sûreté, voyez-y une notion liée à des actes de malveillance, terrorisme, etc., à la différence de l'aspect sécurité, qui englobe d'autres sujets. Voilà, les vols, par exemple. Alors, voilà, donc sur les coûts, voilà, ne pas avoir peur de se lancer dans la démarche en raison des coûts, parce que le dialogue, l'accompagnement peut largement créer de bonnes surprises. Oui, une réponse qui n'en est pas une sur la partie coût. J'ai un président directeur général qui m'interroge toujours sur le coût de la certification. Et je lui réponds qu'il y a beaucoup de mesures qui sont des mesures de bon sens, qui ne coûtent pas grand-chose. Et qu'il faut d'abord commencer par mettre en place ces mesures-là. Un petit exemple. Vous avez des entreprises dans lesquelles vous pouvez rentrer comme vous voulez, comme dans un moulin. Une chose très facile à faire, c'est de mettre un registre à l'entrée. Une chose très facile à faire, c'est de sensibiliser votre personnel au fait d'aller vers la personne qui rentre dans votre bureau et de l'accompagner, lui demander qu'est-ce qu'elle veut, qui veut-elle voir, pourquoi vient-elle. D'accord ? Ça ne coûte absolument rien, si ce n'est de la sensibilisation. Voilà. Moi, je suis personnellement contre le fait de mettre des caméras partout. Ça ne sert pas à grand-chose. On a des artistes qui parviennent à nous sortir des marchandises de nos magasins, nonobstant les dizaines de caméras que nous avons. Ils sont très forts, ils s'organisent parfaitement bien, placent quelques bonnes palettes au bon endroit, et puis vous planquent un petit carton de valeur derrière, et puis ils vont vous le sortir sans aucune difficulté. Donc la caméra ne remplacera pas tout. Et la caméra n'est pas la solution à tout. C'est comme les barreaux aux fenêtres. La sensibilisation est absolument essentielle. Et je dois dire que les auditeurs des équipes de Dimitri Kluznik sont parfaitement formés à nous interroger sur la sensibilisation que nous faisons dans nos entreprises. C'est une thématique importante et surtout je me suis rendu compte en discutant avec nos PME que la plupart du temps elles sont quand même assez relativement bien prêtes. Simplement il faut formaliser les process. C'est-à-dire que quelque part elles ont cette aptitude à aborder le sujet de la sûreté et sécurité, mais c'est pas assez formalisé. Voilà, là nous ça nous suffit, formaliser les process sans en faire de trop. Voilà, à partir du moment où la formalisation des process permet de répondre aux critères, c'est largement suffisant. Merci, Monsieur Kluznik. Je vais laisser la parole à Patrick Bouchasse. Bien, merci. D'abord, bonsoir à tous. Merci de votre présence et merci vivement à nos intervenants. Très brièvement, moi, d'avoir écouté les interventions des uns et des autres, ça m'évoque juste une réflexion. D'abord, dans notre démarche au niveau de l'Union TLF sur ce statut d'OEA, on est parti de l'objectif et d'un constat, et puis après on a essayé de mettre ça en parallèle avec nos caractéristiques et qu'est-ce qu'on pouvait apporter
à nos entreprises. Donc l'objectif, on l'a bien vu depuis 1 heure, c'est de sécuriser et d'augmenter la fiabilité de l'ensemble de cette chaîne du transport et de la logistique et au-delà de toute la chaîne d'approvisionnement. Et cet objectif, on l'a mis aussi au regard d'un constat qu'a souligné Olivier Layec très justement, c'est que dans une chaîne, quelle qu'elle soit, sa force et sa solidité dépassera jamais celle de son maillon le plus faible. Donc il faut qu'on puisse effectivement partir de l'expertise et de l'expérience qu'on a sur certains de nos adhérents de cette certification EA depuis plusieurs années pour étendre par capillarité sur l'ensemble de la chaîne. Alors on a mis en face 3 des caractéristiques de notre organisation professionnelle, de l'Union TLF. La première, c'est que comme on est la seule organisation qui représente tous les métiers de la chaîne transport et logistique, eh bien c'est une caractéristique qui va dans le sens de l'objectif poursuivi. On a essayé de voir comment capitaliser dessus. La seconde caractéristique, c'est qu'au travers des 6000 entités qui adhèrent à TLF aujourd'hui, il y a des PME, il y a des entreprises plus structurées, il y a des grands groupes, à peu près 40 des 50 premiers groupes qui interviennent en France dans le domaine du transport et de la logistique nous font la confiance d'adhérer à notre union. Et puis la troisième caractéristique, c'est qu'on a beaucoup de nos entreprises qui vont bien au-delà dans leur activité de l'Hexagone et qui ont des activités au minima à l'Europe et très souvent sur un plan mondial. Donc à partir de ces caractéristiques, on a essayé de mettre ça en parallèle avec l'objectif principal de sécurisation de l'ensemble de la chaîne. Et donc, en complément des actions qu'a souligné Anne tout à l'heure depuis plusieurs années, eh bien on développe avec l'administration des douanes, avec Iléane, avec nos professionnels et nos équipes, un accompagnement maintenant de 3 de nos adhérents majeurs certifiés OEA pour accompagner qui leurs sous-traitants, qui leurs partenaires commerciaux pour une certification et améliorer cette sécurisation de chaîne. Donc en fait, ce sera une phase pilote, on peut dire. On commence par une phase pilote. Voilà. Et puis ensuite, l'objectif est de pouvoir l'étendre et à terme, bien au-delà des entreprises, qu'elles interviennent en donneur d'ordre ou en sous-traitant, comme l'a souligné Alain, également aussi de nos industriels et de nos clients. Alors c'est cette phase pilote qui va nous aider à, je dirais, établir, rédiger les compléments de fiches techniques et venir harmoniser les différents déjà guides existants et que nous pourrons mettre ensuite à disposition, bien entendu, quand dans la phase de généralisation, je dirais, une fois qu'on aura passé cette phase pilote. Et je me tourne vers Monsieur Kuznik. Est-ce que vous souhaitez dire un petit mot en conclusion ou Monsieur Ozéo? Écoutez, moi simplement, ce qu'il faut retenir, c'est effectivement, moi j'ai deux mots clés, c'est l'accompagnement qui reste vraiment une préoccupation pour tous dans cette logique de sécuriser globalement cette chaîne. Et puis surtout rappeler que véritablement on est dans une logique partenariale. N'oubliez jamais que la France a fait le choix d'avoir créé un corps d'auditeurs douaniers, ce qui au départ avait quand même surpris la Commission européenne. Tout à fait. Donc c'est très important de le rappeler. On a consciemment voulu rentrer dans cette logique partenariale en créant un corps de douaniers dédié à la réalisation des audits. Bon, après, effectivement, il faut qu'on explique à la Commission européenne comment, en interne, on fonctionne. Mais c'est un choix quand même qui est fort, qui n'a pas été forcément fait dans d'autres États membres. Ça, il n'y a pas eu de délégation, en fait, externe, et donc... Dans d'autres États membres, ils sont plutôt sur une logique d'audit de contrôle. Nous, on a voulu dissocier les deux. Je suis d'accord que parfois, on a encore des efforts à faire pour assurer une certaine étanchéité, mais n'empêche qu'on a véritablement voulu jouer le jeu de cette logique partenariale. D'accord. Voilà. Et on est dans une chaîne en plus qui nécessite un travail, je dirais, collaboratif. Exactement. Entre tous les acteurs. Exactement. Et donc, c'est très important. Je crois que Jean-François veut conclure également. Je voudrais conclure quand même en disant qu'aujourd'hui, c'est le coup d'envoi du PAC OEA transporteur routier. Je voudrais conclure en disant que nous commençons par une phase pilote, que nous avons 3 parrains, que chaque parrain aura obligatoirement au moins un filleul et que nous allons travailler de concert avec l'administration, avec les auditeurs, le corps d'audit, pour le sensibiliser à cet objet rare, important, définitivement incontournable, qui est le transporteur routier dans la chaîne logistique.
Et notre objectif chez TLF, c'est quand même d'être un 3 filleuls par parrain. Ce serait mieux. Absolument. Bon, on va démarrer par un. On commence par un déjà. Merci à tous du temps de votre écoute.